11 chasseurs japonais tournent au-dessus. Un corsaire des marines, seul avance péniblement dans le ciel, laissant derrière lui une traînée de fumée provenant d'une conduite de carburant perforée. Le pilote n'a ni altitude, ni avantage de vitesse, ni soutien. Le manuel dit de monter et de fuir. Il fait l'inverse. Il pousse le manche vers l'avant et plonge vers la surface de l'océan volant, comme il l'a appris à l'aube au-dessus des champs de maïs du Kansas. Les zéros suivent désorientés. 30 secondes plus tard, leur formation est disloquée. Rabaul, février 1944. Le ciel au-dessus des îles Salomon ne pardonne pas les erreurs. Il sent le carburant d'aviation brûler et les embruns salés. Le cockpit d'un F-4U Corsair, à 12 000 pieds, est exigu assourdissant, vibrant sous le martèlement de 18 cylindres, entraînant une hélice massive. Le tableau de bord luit faiblement. Le manche tremble sous des mains calleuses. En dessous, le Pacifique s'étend infini et indifférent, engloutissant les épaves sans cérémonie. C'est l'escadrille de chasse des Marines VMF 124 opérant depuis la piste de Torokina sur Bougainville. Ils effectuent des missions d'escorte à long rayon d'action, au cœur de territoires contrôlés par les Japonais. Les probabilités sont calculées et brutales. Chaque sortie coûte du carburant des machines et des hommes. Les remplaçants arrivent chaque semaine jeunes et insuffisamment entraînés. Certains tiennent 5 missions, d'autres une seule. Les mathématiques sont simples. Les zéros japonais sont 3 fois plus nombreux que les chasseurs des Marines dans la plupart des engagements. Le zéro grimpe plus vite, vire plus serré et est piloté par des aviateurs forts de plusieurs années d'expérience au combat. La doctrine américaine est claire. Conserver l'altitude, utiliser la vitesse et les attaques en piqué. Ne jamais tourner avec un zéro. Ces règles sont écrites dans le sang affiné au fil de 2 années de combat dans le Pacifique. Elles fonctionnent lorsque les pilotes les respectent. Les taux de survie augmentent. S'en écarter signifie la mort. Mais la doctrine suppose que l'on ait des options. Elle suppose que l'on puisse choisir le moment de l'engagement. Au-dessus de Rabaul, au début de 1944, les pilotes des Marines ont rarement ce luxe. Ils escortent des bombardiers, des avions de reconnaissance photographique, des missions de ravitaillement. Ils ne peuvent pas abandonner ceux qu'ils protègent. Lorsque les zéros fondent sur eux depuis le dessus, ils encaissent la première attaque et tentent de survivre assez longtemps pour rompre le contact. La plupart n'y parviennent pas. Ce sont les sons dont les aviateurs se souviennent. Le rugissement du moteur radial, Pratt & Whitney, à pleine puissance de combat. Le cliquetis des caméras de tir. Le grésillement des communications radio lorsque les pilotes signalent les positions ennemies. Bandites en hauteur, 3 heures, rompez sa gauche. Puis, le hurlement des chasseurs en piqué. Le martèlement saccadé des canons de 20 mm transperçant la peau d'aluminium. Le bruit humide des projectiles frappant la chair. Parfois le terrible silence lorsqu'un moteur s'arrête, ou qu'une aile se replie, et qu'un corsaire entame sa longue chute vers la mer. Dans ce creuset arrive un pilote que l'escadrille appelle le fermier. Il ne ressemble pas à un guerrier, grand mince avec des yeux plissés par le soleil, et des mains qui se souviennent d'avoir tenu un volant de tracteur avant un manche à balai, diplômé de nulle part, d'important, issu du monde agricole. Il parle lentement, comme s'il vérifiait la solidité de chaque mot. Ses camarades le disent non certain, le disent prudent. Il lit de manière obsessionnelle, étudie les rapports après action et pose des questions qui irritent son officier commandant. L'hiver 1944 s'est inscrit profondément dans les os de chaque marine
stationné dans les îles Salomon. La chaleur transformait les combinaisons de vol en secondes peaux détrempées de sueur. L'humidité embuait les lunettes en quelques secondes après avoir quitté la salle d'alerte. En dessous la jungle s'étendait infinie et verte, dissimulant des avions écrasés qui ne seraient jamais récupérés. Au-dessus le ciel appartenait à celui qui détenait l'altitude et l'agressivité. C'était l'apogée de la campagne de saut d'île en île. L'aviation du corps des Marines s'était engagée dans l'appui aérien rapproché et l'escorte de bombardiers, une doctrine fondée sur la conviction que la supériorité aérienne pouvait être arrachée par l'attrition et la puissance de feu. En théorie, des formations de FKRU Corsair balayaient l'avant des flux de bombardiers, détruisaient les intercepteurs japonais et rentraient sous le parapluie protecteur du soutien mutuel. En pratique, c'était un carnage. Les chasseurs japonais se jetaient sur les formations avec une violence méthodique. Les Asiam M0 grimpaient haut, se plaçaient avec le soleil dans le dos, puis plongeaient vers les Marines à des vitesses de rapprochement dépassant 500 miles à l'heure. L'attaque frontale devint la tactique emblématique des escadrilles de chasse de la marine impériale. Elle était brutale, efficace et psychologiquement dévastatrice. Le Corsair disposait de 6 mitrailleuses de calibre .50, mais le pilote n'avait que quelques secondes pour suivre la cible anticipée et tirer avant que l'ennemi ne passe en trombe ou ne traverse la formation. La plupart des Marines s'étaient abattus sans jamais avoir porté un coup significatif à leurs assaillants. Les pilotes le savaient, les mécaniciens le savaient, les Japonais le savaient. En février, les taux de perte sur certaines missions dépassaient 25%. Des vols entiers s'évaporaient au-dessus du port de Rabaul ou des routes maritimes près de Bougainville. Les équipages accomplissaient leur rotation dans un état d'endurance fataliste, comptant les missions comme des jours de prison, sachant que les probabilités étaient lourdement défavorables à la survie. Dans cet environnement, arrivèrent des milliers de jeunes hommes qui n'avaient jamais connu le combat, des fils de fermiers de l'Iowa, des mécaniciens de Detroit, des étudiants ayant abandonné leurs études, des ouvriers d'usine qui s'étaient portés volontaires ou avaient été mobilisés pour une guerre qui exigeait d'eux de grimper dans des tubes d'aluminium et de voler au cœur de tempêtes d'acier. Ils apprirent la discipline de formation, la gestion de l'oxygène et comment viser avec une arme à travers des gants gelés en altitude. Mais personne ne leur apprit comment survivre lorsque la doctrine échouait. Il n'existait pas de manuel pour cela, seulement l'acceptation et la chance. La VMF 124 tenta d'adapter ses tactiques formation plus serrées, altitude décalée, balayage de chasseurs, en avant des bombardiers lorsque le carburant le permettait. Mais au début de 1944, les corsaires volaient déjà, à la limite de leur rayon d'action, simplement pour atteindre des objectifs comme Rabaul. Ils arrivaient à court de carburant, engagèrent le combat en situation de désavantage, puis fonçaient vers la base, en espérant que leur réservoir ne se vide pas, au-dessus de l'océan ouvert. Le vacarme de tout cela était assourdissant et irréel. Le rugissement des moteurs radio à puissance de croisière, le cliquetis des tourelles d'armes testées au sol, le grésillement des communications radio, puis le hurlement des zéros en piqué, le martèlement des tirs de canon, le bruit humide des projectiles frappant la chair, et parfois le terrible silence lorsque le moteur d'un corsaire s'arrêtait et que l'appareil entamait sa chute vers la mer. C'est dans ce creuset que le premier lieutenant James Holloway effectua sa 23e mission. James Holloway ne ressemblait pas à un homme destiné à réécrire les tactiques de chasse. Il était discret, méthodique, plus penseur que bavard. Né en 1918 dans le comté de Russell, au Kansas, de parents agriculteurs,
Il passa son enfance entouré de champs de blé, de tempêtes de poussière et du bourdonnement constant des machines agricoles. Son père exploitait 200 acres de blé et de maïs. Sa mère tenait les comptes et élevait 4 enfants. Holloway grandit en observant des gens résoudre des problèmes avec des ressources limitées et sans plan de secours. Il apprit à piloter à 16 ans, non pas dans une académie militaire, mais dans une entreprise d'épandage agricole près de Hayes. Le propriétaire, Frank Morrison, avait besoin d'aide pendant la saison des récoltes. Il proposa à Holloway 25 cents de l'heure pour mélanger des produits chimiques et ravitailler les avions. Holloway répondit qu'il voulait apprendre à voler. Morrison rit, puis accepta. La formation était brutale et pratique. Aucun manuel, aucune théorie, seulement Morrison, hurlant des instructions depuis le sol, tandis que Holloway luttait avec un biplan Stearman, usé lors de passages à basse altitude au-dessus des champs de maïs. L'épandage agricole enseignait une physique qu'aucune salle de classe ne pouvait reproduire, voler à 3 mètres du sol, à 90 miles à l'heure, lire le terrain par la vision périphérique, anticiper les changements de vent, en observant les motifs de poussière, virer brutalement en bout de champ, sans décrocher, ni accrocher une aile. Les règles de Morrison étaient simples, voler bas, voler souplement, ne jamais paniquer. Si tu montes quand tu devrais tourner, tu meurs. Si tu te figes quand tu devrais réagir, tu meurs. Holloway apprit vite ou aurait abandonné. Le travail était dangereux et impitoyable. Des pilotes mouraient chaque saison, heurtant des lignes électriques invisibles, sous-estimant le dégagement au-dessus des rangées d'arbres, décrochant dans des virages serrés, sans altitude pour récupérer. Morrison perdit 2 pilotes durant le premier été de Holloway. Tous deux étaient des hommes expérimentés qui avaient commis une seule erreur. Holloway assista à leurs funérailles et comprit qu'à 3 mètres du sol, il n'y avait aucune marge d'erreur, aucune seconde chance, seulement la physique et ses conséquences. Ted Holloway totalisait plus de 300 heures de vol, tout en dessous de 30 mètres. Il pouvait faire passer un Stearman entre une grange et un silo, se mettre sur le dos pour inspecter un champ et se poser sur une route de comté avec vent de travers. Morrison disait qu'il était le meilleur pilote naturel qu'il ait jamais formé. Mais lorsque Holloway tenta de s'engager dans l'aviation navale, le recruteur jeta un coup d'œil à son dossier et éclata de rire. Pas de diplôme universitaire, pas d'expérience militaire, un passé agricole. La Navy voulait des diplômés d'académie et des étudiants en ingénierie, pas des fils de fermiers qui sentaient le pesticide et l'huile moteur. Holloway réessaya en 1939. Refusé. Il tenta alors l'aviation de l'armée. Refusé pour raison d'âge et de niveau d'études. Frustré, il retourna au Kansas et continua à piloter des avions d'épandage, économisant de l'argent, attendant une chance qui semblait ne jamais devoir venir. Puis, Pearl Harbor survint. Le 7 décembre 1941 changea tout. Les critères d'enrôlement chutèrent du jour au lendemain. L'armée avait désespérément besoin de pilotes. Holloway entra dans un bureau de recrutement du corps des Marines à Topeka le 10 décembre. Il réussit l'examen médical. Il réussit le test d'aptitude. Il signa les papiers et partit pour Pensacola afin de suivre l'entraînement de vol en janvier 1942. Il avait 23 ans, plus âgé que la plupart des cadets, et se comportait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait déjà survécu à 1000 quasi-accidents à hauteur de cime des arbres. L'entraînement au vol à la base aéronavale de Pensacola révéla clairement l'écart entre Holloway et les autres cadets. La plupart étaient des étudiants à l'aise avec les mathématiques
et la théorie de la navigation familier de la discipline militaire et de la hiérarchie. Holloway n'était rien de tout cela. Il peinait avec l'enseignement en salle de cours. Il remettait en question des procédures qui lui semblaient inefficaces. Il volait avec une douceur que les instructeurs remarquaient sans vraiment pouvoir l'expliquer. Ses atterrissages étaient parfaits. Ses figures de voltige étaient correctes, mais son approche des manœuvres de combat paraissait étrange, trop lente, trop prudente, trop semblable à celle d'un homme économisant son carburant au-dessus d'interminables champs de blé. Un instructeur nota dans son évaluation. Montre une excellente maîtrise de l'appareil, mais manque de l'instinct agressif requis pour les opérations de chasse. Recommande une réaffectation au transport ou aux missions de patrouille. Holloway ignora cette recommandation. Il continua à voler. Il sortit diplômé, au milieu de sa promotion, ni célébré, ni écarté, et reçut son affectation à la base aérienne du corps des Marines de Cherry Point, en Caroline du Nord, pour l'entraînement avancé sur chasseurs. Cherry Point lui fit découvrir le F-4U Corsair, un avion massif et complexe qui terrifiait la plupart des nouveaux pilotes. Le Corsair était rapide, extrêmement puissant et impitoyable. Il avait tendance à décrocher dans les virages serrés. Son long nez masquait la visibilité vers l'avant lors de l'atterrissage. Son train d'atterrissage, étroit, se repliait facilement. Les premiers modèles tuèrent plus de Marines lors d'accidents d'entraînement qu'au combat. Holloway l'adora. Le Corsair lui rappelait les avions d'épandage surchargés qu'il avait pilotés des machines capricieuses, exigeant une attention constante et des mains sûres. Il apprit ses particularités. Il le pilota, comme Morrison le lui avait enseigné, bas et précis, sans jamais lutter contre l'appareil, toujours en travaillant avec lui. À Cherry Point, ses camarades d'escadrille l'appelèrent le fermier. Certains le disaient par moquerie, d'autres avec un respect contraint. Il ne buvait pas excessivement et ne recherchait pas les sensations fortes. Il étudiait les manuels de maintenance. Il interrogeait les chefs mécaniciens sur les performances du moteur à différentes altitudes. Il pensait en termes de système, comment l'avion se déplaçait, comment les formations fonctionnaient, où se situaient les vulnérabilités. Ses pairs le respectaient sans vraiment le comprendre. Il était compétent, calme et étrangement intrépide, d'une manière qui ressemblait moins à de la bravade qu'à du calcul. En novembre 1943, Holloway reçut son affectation à la VMF 124 en partance pour le Pacifique Sud. Il quitta San Diego en décembre, traversa le canal de Panama et arriva à Espiritu Santo au début de janvier 1944. De là, il vola vers le nord, jusqu'à la piste de Toroquina, sur Bougainville, une entaille boueuse taillée dans la jungle, abritant 2000 Marines et une douzaine de corsaires, à peine opérationnels. Son nouveau commandant d'escadrille, le capitaine Richard Stafford, était un officier strictement attaché au règlement vétéran de Guadalcanal, qui valorisait la discipline et l'intégrité des formations. Il n'encourageait pas l'initiative individuelle. Lorsque Holloway commença à poser des questions techniques lors des briefings sur les tactiques à basse altitude, Stafford répondit sèchement. La doctrine existe pour une raison. Les pilotes qui s'en écartent meurent. Et la discussion s'arrêta là. Mais Holloway continua à réfléchir. Le problème auquel faisaient face les escadrilles de chasse des Marines au début de 1944 n'était pas seulement tactique, il était mathématique. Les F-4U Corsair étaient abattus plus vite que les remplacements n'arrivaient. Les héros japonais, en particulier la variante A6M5, dominaient les combats à courte distance. Le zéro était plus léger, virait plus serré,
à vitesse de combat, et grimpait plus vite, en dessous de 15 000 pieds. Ces pilotes étaient des vétérans aguerris, en Chine aux Philippines, et par 2 années de guerre dans le Pacifique. Ils chassaient en paires coordonnées, exploitant l'altitude et l'énergie avec une précision chirurgicale. La doctrine des Marines reconnaissait ce désavantage: ne jamais tourner avec un zéro, utiliser la vitesse et l'altitude attaquée depuis le dessus, se désengager en piqué. Ces tactiques fonctionnaient lorsque les conditions leur étaient favorables. Mais les missions d'escorte vers des objectifs, comme Rabaul, faisaient disparaître ces avantages. Les corsaires arrivaient à portée maximale, à court de carburant, souvent attaqués par des zéros plongeant depuis une altitude supérieure. La doctrine disait de plonger pour allonger la distance et rentrer à la base. La réalité disait que les bombardiers avaient besoin de protection et que fuir signifiait les abandonner au massacre. Les mathématiques étaient impitoyables. En janvier 1944, la VMF 124 perdit 8 pilotes en 4 semaines. Les pilotes de remplacement arrivaient inexpérimentés, formés aux États-Unis contre des cibles coopératives et des scénarios prévisibles. Ils tenaient en moyenne 6 missions avant d'être tués ou blessés. L'escadrille fonctionnait dans un état d'attrition permanente, installant de nouveaux visages dans des cockpits encore tièdes de l'occupant précédent. Les comptes rendus du renseignement documentaient le problème en termes cliniques. Les tactiques ennemies favorisent l'engagement vertical. Nos chasseurs manquent davantage de positions au point de contact. Les recommandations évoquaient une meilleure alerte précoce, une capacité en carburant accrue, une discipline de formation améliorée. Aucune ne traitait le problème fondamental. Lorsque les zéros conservaient de l'altitude et choisissaient les termes de l'engagement, les Marines mouraient. Holloway vit ce schéma se répéter mission après mission. Il escorta des raids sur Rabaul, sur Kavieng, sur Bougainville. Il vit les zéros se positionner en avant des bombardiers, se retourner sur le dos et plonger droit à travers la formation. Il vit des corsaires tenter de grimper pour les intercepter, perdre leur vitesse et devenir des cibles faciles. Il vit des équipiers rompre la formation pour poursuivre des zéros dans des combats tournoyants qu'ils ne pouvaient pas gagner. Il traça des schémas dans ses carnets, calculant angles et étés d'énergie, essayant de comprendre la géométrie qui faisait échouer sans cesse la doctrine. Il commença à poser des questions. Et si nous arrêtions d'essayer de monter? Et si nous les forcions à se battre à basse altitude? Ses camarades le regardaient comme s'il était fou. La basse altitude signifiait l'absence d'échappatoire. Cela signifiait finir dans l'océan à la moindre erreur d'appréciation. Cela violait tous les principes du combat aérien. Le capitaine Stafford coupa court à la discussion. Lors d'un briefing, nous suivons la doctrine. Lieutenant, repos. Mais Holloway ne parvenait pas à se défaire d'une conviction grandissante. Le corsaire était plus lourd qu'un zéro, avec un moteur plus puissant et un meilleur comportement à grande vitesse. À basse altitude, dans un air plus dense, ces avantages pouvaient compter, et Holloway avait passé 300 heures à voler à 3 mètres du sol, à lire le terrain, à exploiter l'effet de sol, à manœuvrer, dans un environnement où l'hésitation signifiait la mort. Il avait survécu en faisant ce qui semblait impossible. Il se demanda si les mêmes principes pouvaient s'appliquer au-dessus de l'eau. Puis vint le 12 février 1944, la mission qui allait tout mettre à l'épreuve. La salle de briefing de Torokina sentait la moisissure et la fumée de cigarettes. Des cartes couvraient les murs montrant les positions japonaises, les concentrations connues de Deseja et la longue route maritime vers Rabaul. Le major William Grayson, officier du renseignement,
se tenait à l'avant, une baguette en bois à la main, tapotant des points sur la carte. Objectif, le port de Rabaul. Frappe de bombardiers contre les navires et les installations portuaires. 12 bombardiers en piqué, SBD Dauntless. 6 corsaires d'escorte. Mission à portée maximale. Le carburant sera critique. Il marqua une pause pour laisser l'information s'imposer. Attendez-vous à une forte opposition de chasse. Les renseignements signalent au moins 30 zéros, basés sur les terrains de Rabaul et de Tobera. Ils intercepteront. Les tactiques standards s'appliquent. Maintenez l'altitude, protégez les bombardiers, désengagez-vous si vous êtes submergé. Des questions. Holloway leva la main. À quelle altitude voleront les bombardiers? Grayson consulta ses notes. 14 000 pieds à l'approche. Descente à 8 000 pour les attaques. Et si nous sommes attaqués d'en haut à 14 000 pieds? L'expression de Grayson se durcit. Vous suivez la doctrine lieutenant. Allongez, regroupez-vous, réengagez si possible. Question suivante. Il n'y eut pas d'autres questions. Les pilotes sortirent vers leurs appareils. Holloway marcha vers son corsaire, numéro de queue 57, garé dans un abri en bord de piste. Le sergent Bill Mackenzie, son chef mécanicien, terminait les vérifications avant vol. Mackenzie était un immigrant écossais, petit, trapu, les mains tachées de graisse et doté d'un scepticisme naturel. Il avait maintenu l'avion de Holloway en état de voler pendant 3 mois d'opération, colmatant des impacts de balles, récupérant des pièces tirant des performances d'un moteur ayant largement dépassé ses heures nominales. Mackenzie leva les yeux à l'approche de Holloway. « Réservoir plein, mon lieutenant. Arme chargée 600 coups par arme. La pression d'huile est un peu élevée, mais dans les limites. Elle volera. » Holloway hocha la tête, puis hésita. « Mac, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'inhabituel. » Les yeux de Mackenzie se plissèrent. « À quel point inhabituel? » « J'ai besoin que vous régliez le viseur. Abaissez le point de visée de 2 degrés. » Mackenzie cligna des yeux. « Monsieur, ça va fausser votre tir aux distances de combat normales. »« Je sais. Faites-le quand même. » Mackenzie le fixa, puis haussa les épaules. « Votre enterrement, lieutenant. » Holloway grimpa dans le cockpit. Le siège était usé, les instruments familiers. Il s'attacha, raccorda l'oxygène, vérifia les commandes. Le moteur, Pratt & Whitney, toussa, prit puis se stabilisa dans un grondement sourd. Autour de lui, d'autres corsaires démarraient une fumée bleutée d'échappement, dérivant sur la piste. La voix du capitaine Stafford grésilla à la radio. « Tous les vols, annoncez-vous. » Un à un, les pilotes répondirent. Holloway appuya sur son micro. 57 prêts. La formation roula vers la piste, se mit en place et décolla dans le ciel gris du matin. Ils montèrent lentement, formant une escorte lâche autour des bombardiers. Le cap était nord-nord-ouest au-dessus de l'océan ouvert, en direction de Rabaul. Holloway se cala dans le rythme du vol, balayant les instruments du regard, surveillant la formation, économisant le carburant. Il n'avait aucun moyen de savoir qu'en moins d'1 heure, il se retrouverait seul au-dessus du territoire ennemi, confronté à un choix pour lequel aucune doctrine ne l'avait préparé. Les zéros apparurent 20 minutes avant l'objectif. Holloway les vit le premier, de minuscules points hauts et en avant, accrochant la lumière du soleil. Il appuya sur son micro. « Bandits à 12 heures haut, Angevin. » La voix du capitaine Stafford revint sèche et tendue. Tous les vols maintenaient la formation. Préparez-vous à engager. Les zéros montèrent encore, se positionnant. C'était la tactique japonaise classique, prendre de l'altitude, prendre de la vitesse, plonger à travers la formation
et la disperser. Les corsaires des Marines se resserrèrent, tentant de présenter des champs de tir qui se recouvraient. Les bombardiers continuaient leur route engagée dans leur trajectoire. Puis les zéros se retournèrent sur le dos et plongèrent. 11 appareils, hurlant vers le bas, à plus de 500 miles à l'heure. Des canons de 20 mm crachant des traînées de traçantes. Le ciel explosa. Stafford donna l'ordre de rupture. Vol rouge, rupture à droite. Vol bleu, rupture à gauche. Holloway rompit brutalement. Il sentit les forces G l'écraser dans son siège. Un zéro passa si près qu'il distingua le visage du pilote. Il tira pour le suivre, mais le zéro grimpait déjà, hors de portée. Un autre arriva de sa position, 7 heures. Holloway fit un tonneau brutal, plongea, allongea. Le zéro suivit. Son ailier, le lieutenant Marcus Chen, lança à la radio. 57 en a un dans la queue, je le vois. Holloway poussa la manette des gaz et plongea plus fort. Le corsaire accéléra. Le zéro s'accrocha. Ils étaient déjà à 8000 pieds et perdaient rapidement de l'altitude. La doctrine disait « Allonge, utilise la vitesse pour te séparer, puis remonte ». Holloway jeta un œil à sa jauge de carburant. Réservoir à moitié plein. Pas assez pour monter et combattre. Il prit alors une décision qui défiait tout instinct. Il poussa le manche vers l'avant et continua à plonger. 6000 pieds, 4000, 2000. La surface de l'océan se précipitait vers lui, grise et infinie. Le pilote du zéro hésita incertain. Les chasseurs américains ne plongeaient pas jusqu'au ras de l'eau. Ils montaient. Celui-ci manquait de ciel. Holloway nivela à 15 mètres au-dessus des vagues. Le corsaire frissonna dans l'effet de sol, l'air dense amortissant l'appareil. Il réduisit légèrement les gaz, stabilisant à 200 miles à l'heure. Le zéro encore en plongée le dépassa et dut tirer brutalement pour éviter l'eau. Holloway le vit passer au-dessus le pilote, luttant pour reprendre le contrôle. 2 autres zéros plongèrent alors sur lui. Holloway fit quelque chose que personne dans le théâtre du Pacifique n'avait jamais tenté. Il pilota le corsaire comme un avion d'épandage. Il enchaîna des embardées violentes, gauche puis droite, frôlant les crêtes des vagues, utilisant la houle comme un relief. Les zéros tentèrent de suivre, mais à 15 mètres d'altitude, ils perdèrent la perception de la profondeur. L'eau en dessous brouillait leur vision. Ils remontèrent pour se repositionner. Holloway continua à bouger. Inclinaison brutale montée soudaine à 30 mètres, puis retour immédiat au niveau des vagues. Il lisait l'océan comme il avait lu les champs de blé, anticipant, réagissant, ne tenant jamais une trajectoire stable. Les zéros tournaient frustrés, incapables de se placer pour un tir net. La manœuvre n'avait pas de nom. Holloway agissait désormais à l'instinct pur, un instinct forgé par 300 heures de vol à ras du sol, au lever du jour, au-dessus des champs du Kansas. Il inclina brutalement à gauche l'extrémité de l'aile du corsaire, frôlant presque l'écume. Un zéro plongea d'en haut. Les obus labourèrent l'eau à une vingtaine de mètres derrière lui. Holloway tira brusquement à 30 mètres d'altitude. La montée soudaine lui fit perdre de la vitesse, mais força le zéro à corriger son angle d'attaque. Le pilote japonais se dégagea tard, passa sous Holloway et dut remonter pour ne pas s'écraser dans l'océan. 2 autres zéros se repositionnèrent, arrivant de côtés opposés, tentant de l'encercler. Holloway les vit converger. Il fit alors ce que Morrison lui avait appris au-dessus des champs de maïs. Il se retourna sur le dos, tira à travers et inversa sa direction avec une violence telle que la cellule gémit. Les zéros, engagés sur leur trajectoire d'interception, se croisèrent et se manquèrent
leur formation brisée. L'un grimpa, l'autre rompit à droite, brièvement désorienté. Holloway redescendit à 15 mètres. L'océan était désormais son terrain. Il lisait la houle les motifs du vent, la façon dont la lumière se reflétait sur l'eau. Il donna un coup de manche à droite en suivant le creux d'une vague, puis fit un tonneau, brutal à gauche, lorsqu'un autre zéro tenta un passage de tir. L'air dense, au niveau de la mer, offrait au corsaire une stabilité inattendue. L'effet de sol amortissait l'appareil, réduisant le besoin de correction constante. Le poids du corsaire, un handicap en altitude, devenait ici un avantage l'empêchant d'être ballotté par la turbulence. Les zéros peinaient. À 15 mètres, leur avantage de vitesse disparaissait. Ils ne pouvaient ne plus plonger sans risquer l'impact avec l'eau. Ils ne pouvaient ni pas tourner à cette altitude sans perdre l'horizon. Holloway volait dans un environnement pour lequel il n'avait jamais été entraîné, utilisant l'océan comme un mur qui comprimait leur géométrie d'attaque. Il remit les gaz, accéléra à 250 miles à l'heure et vola tout droit pendant 30 secondes. 3 zéros s'alignèrent derrière lui, persuadés de l'avoir piégé. Holloway attendit, compta mentalement, puis réduisit brutalement les gaz et sortit 15 degrés de volée. Le corsaire décéléra violemment. Le zéro de tête le dépassa son pilote, tirant désespérément sur le manche pour éviter la collision. Le second rompit à gauche. Le troisième tira vers le haut. Holloway rentra les volets, remit la puissance et vira à l'intérieur de l'arc de montée du zéro. Pour la première fois depuis le début de l'engagement, il avait une solution de tir. Il pressa la détente. Les mitrailleuses de calibre .50 martelèrent. Les traçantes balayèrent le fuselage du zéro. De la fumée jaillit de son moteur. Le zéro roula sur la droite, laissant échapper du carburant, puis s'écrasa dans l'océan à environ 200 mètres devant lui. Les zéros restants prirent de l'altitude, hésitants. Les chasseurs américains ne combattaient pas ainsi. Ils ne restaient pas bas. Ils n'utilisaient pas l'eau comme bouclier. Ce pilote brisait toutes les règles et cela fonctionnait. Holloway jeta un coup d'œil à sa jauge de carburant, moins d'un quart de réservoir. Il lui restait peut-être 20 minutes avant que le moteur ne s'arrête. Il vira vers le sud, restant à 15 mètres au-dessus de la surface, zigzagant de manière imprévisible, se rendant impossible à viser. Les zéros le suivirent quelques minutes, puis renoncèrent peu disposés à brûler du carburant, en poursuivant un seul appareil au ras des vagues. Holloway était seul. Le vol de retour vers Torokina dura 43 minutes. Holloway resta à 15 mètres d'altitude jusqu'à son entrée dans l'espace aérien allié, puis monta lentement pour économiser le carburant. Son moteur toussa à 2 reprises, affamé d'essence, mais continua de tourner. Il appela la tour à la radio. 57. Demande d'atterrissage prioritaire. Carburant critique. La tour le libéra immédiatement. Il posa le corsaire presque à sec, toucha durement et s'immobilisa au bout de la piste. Le moteur s'éteignit au moment où il quitta la voie de circulation. L'équipe au sol accourut. Holloway se détacha, sortit de l'appareil et resta debout sur l'aile, les jambes tremblantes, sous l'effet de l'adrénaline et de la fatigue. Le sergent Mackenzie arriva le premier, fixant l'avion. « Monsieur, vos ailes sont couvertes d'embrun. À quelle altitude voliez-vous ?»« Plus bas que je n'aurais dû, » répondit Holloway, calmement. Le capitaine Stafford arriva quelques minutes plus tard, vivant mais furieux. Son corsaire avait été touché durant le combat, et il avait perdu un pilote, le lieutenant Chen, l'allié de Holloway. Stafford s'approcha, la mâchoire crispée. « Où étiez-vous, bon sang ?
Holloway, vous avez disparu de la radio. Engagé à basse altitude, mon capitaine, j'avais 11-0 sur moi. Stafford cligna des yeux. 11. Oui, monsieur. La voix de Holloway était calme, factuelle. Ils m'ont attaqué après la rupture initiale. Je suis descendu au ras de l'eau, j'ai volé au niveau des vagues, utilisé l'effet de sol et le masquage par le terrain. Ils n'ont pas pu établir d'attaque propre. J'ai abattu un appareil confirmé endommagé 2 autres et rompu le contact. Stafford resta figé. Vous avez volé au ras des vagues. Pendant combien de temps? Environ 18 minutes, monsieur. C'est de la folie. Vous avez violé la doctrine. Vous avez mis l'appareil en danger. J'ai sauvé l'appareil, monsieur, et moi-même. Stafford ouvrit la bouche puis la referma. Il se tourna vers Mackenzie. Confirmez les images de la caméra de tir. Le film fut développé en quelques heures. Les officiers du renseignement regardèrent en silence les images granuleuses en noir et blanc montrant un corsaire volant à une altitude impossible, frôlant les vagues, exécutant des manœuvres semblant défier les lois de la physique. Ils virent les héros dépasser leur cible, lutter, rompre le combat. Ils virent l'éclaboussure de la victoire confirmée. Le major Grayson passa le film 3 fois, prenant des notes. Il convoqua Holloway pour un débriefing ce soir-là. « Expliquez vos tactiques, lieutenant. » Holloway décrivit la manœuvre avec méthode. Voler à 15 mètres compressait la géométrie d'attaque. L'effet de sol apportait de la stabilité. Le poids du corsaire l'empêchait d'être ballotté. Les zigzags violents rendaient le suivi difficile. La surface de l'océan créait une référence visuelle qui perturbait la perception de la profondeur chez l'ennemi. Grayson écouta puis posa la question cruciale. Est-ce que cela peut s'enseigner? Holloway hésita. Cela exige une aisance extrême à très basse altitude. La plupart des pilotes n'y sont pas entraînés, mais oui, avec de la pratique, cela peut s'enseigner. La nouvelle se répandit dans la salle d'alerte ce soir-là. Les pilotes se rassemblèrent autour de Holloway, posant des questions, exigeant des détails. Le lieutenant Jack Brennan, fraîchement arrivé de l'entraînement aux États-Unis, voulut savoir à quelle distance de l'eau il avait réellement volé. Holloway leva la main à environ 1 mètre du sol. À peu près comme ça, parfois encore plus bas. La salle devint silencieuse. Les autres pilotes qui avaient tenté le vol à très basse altitude savaient que la marge d'erreur y était inexistante. Une seule faute, un instant d'inattention, et l'océan devenait un mur de béton à 200 miles à l'heure. En moins d'1 semaine, Grayson soumit un rapport tactique classifié au commandement de l'aviation du corps des Marines. Le rapport incluait les images de la caméra de tir, le compte-rendu de Holloway et une recommandation visant à intégrer des tactiques d'évasion à basse altitude dans les programmes d'entraînement. La réponse fut prudente, mais intéressée. La VMF 124 reçut l'autorisation de mener des vols d'entraînement expérimentaux. Holloway fut désigné instructeur. Holloway effectua encore 16 missions de combat avant la fin de sa rotation, en mai 1944. Il forma 6 pilotes aux tactiques de basse altitude. 3 survécurent à la guerre. Les techniques se diffusèrent discrètement parmi les escadrilles de Marines dans le Pacifique. Les pilotes appelaient cela l'épandage ou le saut de vague. Des rapports de renseignement issus d'interrogatoires de pilotes japonais capturés mentionnaient des chasseurs américains utilisant des manœuvres d'évasion imprévisibles à basse altitude au-dessus de l'eau. Un rapport décrivait la manœuvre comme un vol semblable à celui d'un oiseau effrayé rasant l'océan. À l'été 1944, les taux de perte des corsaires dans les Salomon avaient diminué de 12%.
tout n'était pas attribuable aux tactiques de Holloway. De nouveaux avions arrivèrent. La formation des pilotes s'améliora. L'opposition japonaise s'affaiblit à mesure que ces pilotes expérimentés étaient tués. Mais le changement de doctrine, la volonté de combattre au niveau des vagues, lorsque cela s'avérait nécessaire, devint une composante permanente des opérations de chasse des Marines. Holloway rentra aux États-Unis en juin. Il reçut la Distinguished Flying Cross pour ses actions au-dessus de Rabaul. La citation mentionnait un pilotage exceptionnel et des tactiques innovantes. Elle ne faisait aucune référence à l'épandage agricole. Il passa le reste de la guerre comme instructeur à Cherry Point, enseignant aux nouveaux pilotes la gestion de l'énergie et les manœuvres à basse altitude. Il ne se vanta jamais. Il ne prétendit jamais avoir changé quoi que ce soit. Il se contenta d'enseigner ce qu'il savait. À la fin de la guerre, Holloway retourna au Kansas. Il épousa une institutrice nommée Helen en 1946. Ils achetèrent une ferme près de Hayes, 200 acres de blé et de maïs. Holloway reprit le pilotage d'avions d'épandage transmettant à la génération suivante de pilotes agricoles les mêmes techniques que Morrison lui avait enseignées. Il parlait rarement de la guerre. Lorsqu'on insistait, il se contentait de dire qu'il avait fait ce que la situation exigeait. Il mourut en 1983, à l'âge de 65 ans, d'une crise cardiaque paisiblement dans son sommeil. Sa nécrologie dans le register du comté de Russell mentionnait son service militaire et son travail d'épandage agricole. Elle ne mentionnait pas Rabaul. La plupart de ceux qui la lurent ignorèrent ce qu'il avait apporté. Mais dans les manuels d'entraînement du corps des Marines, la technique survécut. L'évasion à basse altitude devint un élément standard des tactiques de chasse. Les pilotes modernes apprirent l'exploitation de l'effet de sol, le masquage par le terrain et les manœuvres défensives à fort facteur de charge au niveau de la mer. Les principes sont enseignés sans attribution, codifiés dans une doctrine dépouillée de leur histoire d'origine. Aujourd'hui encore, dans les écoles de pilotage, les instructeurs évoquent l'incident de Rabaul lorsqu'ils enseignent les tactiques défensives. Bien que peu connaissent le nom du pilote, ils montrent des images de caméras de tir d'un corsaire, dansant au ras des vagues, défiant à la fois la physique et la doctrine. Les élèves regardent en silence, voyant ce que leurs prédécesseurs ont vu il y a 80 ans, un fermier qui avait compris que survivre signifiait parfois voler là où même les anges n'osent pas s'aventurer. L'héritage de Holloway ne s'écrivit ni dans des médailles, ni dans des monuments. Il s'écrivit dans la survie de pilotes qui, des décennies plus tard, utilisèrent ces tactiques dans une doctrine qui intégra discrètement ses intuitions, dans cette compréhension que l'endroit le plus sûr pour voler est parfois celui où l'instinct dit de ne jamais aller. L'idée perdura, l'homme s'effaça. C'est ainsi qu'il l'aurait voulu.